Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médiums et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Infinita Corse Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90 € la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyances gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante, consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service audiotel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Hebdo. Ce soir, nous recevons mon ami Jean-Baptiste Chevalier, que je surnommais le magicien d'Oz. Oh oui, c'est beau. Je suis accompagnée de mes chroniqueurs de choc, comme toujours, les piliers, Lily Rose et Bassoane. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, comment s'est passé votre week-end, les amis ? Très bien, avec un beau soleil. On a travaillé, quoi. Sauf peut-être le magicien d'Oz. Sauf peut-être, ça y est, tout de suite. Alors, tout de suite, ça, tout de suite la réputation. Non, j'ai profité de mon petit soleil aussi, il faisait beau. C'est bon. Vrai. Très bien. Moi, dehors. J'ai profité du soleil qui allait sur mon bureau. Comme d'habitude, on est dimanche. Donc, bon, voilà, rien ne change. Alors, Bassoane. Bon, si t'as une fenêtre. Bah oui, j'ai une fenêtre près de mon bureau, tu ne t'en souviens pas peut-être. Alors c'est parfait. Bassoane a choisi de nous parler de l'évolution de la magie et de l'illusion à travers les âges. Ça va passionner Jean-Baptiste, ça, je le sens. Ah ouais, je suis déjà tout émerveillé. Bassoane. Donc non, mais c'est vrai que c'est un sujet mystérieux parce que bon, je me suis penché sur le sujet, c'est quand même pas évident. Alors, l'histoire de la magie, la première apparition de la magie, à proprement parler, donc de l'illusionnisme, survint en Égypte. Donc c'était en Égypte, le premier magicien, on va dire. Un sorcier décapitait des oiseaux et leur rendait leur tête. Alors ça devait être marrant. Je sais pas si tu le fais ça comme tour. Décapiter un oiseau. Non mais d'accord, mais attends, Bassoane, c'était pas de la magie puisqu'il les décapitait. Oui, mais ils rendaient leur tête. Alors ah bon voilà, moi je te dis ce qui a marqué là. Ils leur remettaient la tête. De toute façon, il y a magie blanche et magie noire. Alors. Ah non, mais ça c'est encore autre chose. Moi je te lis. Un sorcier décapitait les oiseaux et leur rendait leur tête. Donc c'est-à-dire qu'il faisait semblant quoi. Non mais attends, Jean-Baptiste. Je suppose. Oui. Écoute-moi bien, JB. Là, on parle de magie, mais qui a un rapport avec ton travail. Enfin, ta passion ou ta profession. Ah bon. Ouais. J'ai capté. D'accord, bon, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Bref. Pardon, Bassoane.
Après, oui, bah non. Alors, je continue. Alors oui, c'est ça, c'est les oiseaux, ils leur coupent la tête et après ça repousse. Après, au Moyen Âge, après les Moyen Âge, les sorciers se faisaient condamner car ils étaient source de terreur. Bah, t'imagines. De toute façon, déjà, quand on voit, moi, vous savez, la femme coupée en deux, là, j'ai jamais compris. Hein. J'ai jamais compris. Alors, soit je suis con, mais je pense que mais j'ai jamais compris comment on pouvait couper une personne en deux. Ça, j'ai pas compris. Bah, la couper, c'est facile, c'est le reste qui est dur. Ouais, c'est recoller la première partie est simple. Ouais, c'est la recoller. Personne ne comprend, c'est normal. Si le... Ouais, non, mais t'imagines qu'en plus, à notre époque, c'est marrant, c'est une énigme. Mais imagine à l'époque du Moyen-Âge, un truc comme ça, c'est vrai qu'on passait pour un sorcier, forcément. Bah, c'est justement, c'est pour ça qu'il disait au Moyen-Âge, les sorciers se faisaient condamner, quoi. C'est-à-dire que le mec, il voulait faire une blague, ben, il le balance par pain au fond de l'eau, hein, terminé. Hein. Ouais, on a pas le même humour. Ouais, c'est ça, ils avaient pas le même. Après, qu'est-ce qu'ils disent? En mai 1240, oui, c'est ça, 1240, Roger Bacon, un moine, défendit pour la première fois de l'histoire que la magie avait un but récréatif et n'était nullement associée au diable. Donc, on peut remercier donc le moine Roger Bacon qui dit mais non, bande de couillons, vous voyez pas qu'il blague le mec? Vous voyez pas que il veut faire des blagounettes? Arrêtez. Donc lui, c'est grâce à lui que vous avez la vie sauve apparemment. Hein. Donc, tu vois, Sophie, on peut considérer que c'est en 1240 qu'on a fait la distinction entre la magie blanche et la magie noire. Oui, d'accord. Ça me fait penser à l'histoire parce que je viens d'écrire cet article sur les sorcières de Salem. Tout est parti d'une blague de ce style. Hein. Quand même, ça met l'ambiance. Ambiance. Voilà, désolé. Non, t'as coupé, pardon, j'arrête de parler, moi. Non, justement, il faut parler, il faut discuter. Alors, ensuite, c'est quoi? Alors voilà, le premier livre sur la magie, The Discovery of Witchcraft, donc je pense que c'est le livre des sorcières, hein, si je comprends, publié en 1584, fut une étape importante. Il permit à la magie de se répandre partout et inspira donc les premiers illusionnistes. Donc le livre, c'était The Discovery of Witchcraft. Donc ça, c'est le livre des sorcières, je pense, publié en 1584. 1584. Est-ce qu'il y avait encore Jules Verne à cette époque-là? Non, lui, c'était peut-être avant. Ah ben voilà. Donc on peut dire merci à ce livre-là hein, qui a permis à la magie de se répandre partout dans le monde entier. C'est au 19e siècle que la magie, d'ailleurs au 19e siècle, c'est là qu'il y a eu les tables qui tournaient, le spiritisme, les mondes des esprits, tout ça c'est relié en fait. Hein. Donc c'est au 19e siècle que la magie, utilisant la science, fait son apparition avec Jean-Eugène Robert Houdin, 1805-1871, ce très grand illusionniste, le meilleur parmi les prestidigitateurs français, et il inspira de nombreuses personnes. Sa réputation était mondiale, il était aussi et surtout un scientifique. Nous allons donc particulièrement nous intéresser à lui. Il fut particulièrement connu dans le domaine de l'illusion, car ce fut le premier à lui donner une telle ampleur. Ses tours consistaient à faire sortir des objets trop grands pour tenir dans une boîte, faire léviter des gens et faire de la divination. Il devint tellement populaire que le roi Louis-Philippe l'invita à faire une représentation chez lui, la reine d'Angleterre Victoria également. Ah oui, mais à l'époque, ils avaient que ça aussi. Hein. Bah oui, mais le mec, il était super doué parce que s'il arrive à faire monter des gens en lévitation... oui, c'est sûr. Hein. Voilà. Robert Houdin, il a dépoussiéré la magie, en fait. De son temps, c'était hyper moderne. Alors maintenant, quand on voit ça aujourd'hui, c'est top vieillissant, ringard, c'est toute une époque. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il arrivait, bam, c'était vraiment le Copperfield de l'époque, quoi. C'était le mec moderne, quoi. Bah, le mec, c'est ça. Jean-Eugène Robert Houdin. C'est pas lui qu'on a appelé Houdini? Non, c'est un autre. Houdini, c'était son élève. Ça a été son élève à Houdin. Et après, Houdini a changé de nom
Enfin, il s'est appelé Houdini, du coup, et il s'est spécialisé dans tout ce qui est escamotage, après, évasion et compagnie. Et c'est deux personnes différentes. Ok, c'est parce que là, on parle bien de Jean-Eugène Robert Houdin, pardon, Non, Houdin, ouais. 1871, c'est ça. Bah, j'avoue que son anniversaire, je l'ai zappé, mais c'est ça. C'était hier, tu l'as raté, là. Ouais, j'ai merdé, putain, j'avais un rappel. Mais il avait pas Facebook aussi, ce con. Ça aide. Ils avaient Facebook. Oui, c'est ça. À l'époque, ils avaient peut-être un Facebook à eux. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il devint tellement populaire que le roi Louis-Philippe l'invita à faire une représentation chez lui. La reine d'Angleterre Victoria également. Par la suite, il commença des tournées en Allemagne et en Belgique. Maintenant, parlons de son histoire pour expliquer comment il est devenu un illusionniste scientifique. J'ai cru que j'allais bugger encore. Son père l'a tout d'abord obligé à devenir un notaire. Et ses employeurs se rendirent compte qu'il était un piètre notaire. On a vu une merde. Oui, c'est vraiment la classe. Allez, va faire le. Il fut cependant remarqué comme un très grand bon mécanicien. Quand il s'embêtait, il confectionnait des boîtes. Donc déjà, il avait ça dans le sang. Et ses gérants arrivèrent à convaincre son père de lui faire des études d'horlogerie. Exactement. Donc, déjà, à la base, il était manuel et vu qu'il trafiquait les boîtes, on dit bah tiens, il serait bon pour réparer les horloges. Il excella et créa beaucoup d'objets comme des automates qui dessinent et jouent de la musique, des horloges sans mécanisme apparent, des réveils qui allument la lumière. Il déposa donc quelques brevets et fut le premier à perfectionner l'ampoule électrique à incandescence. Ouais, quand Il même. inventa le compteur de kilomètres et lorsqu'il fut atteint d'une maladie, le rendant aveugle, il décida d'essayer son ophtalmologue à créer le pupilloscope, appareil montrant les variations de la pupille à la lumière. Putain, mais le mec, c'est un génie en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, on dirait un autiste là dans comment il s'appelle avec Dustin Hoffman. Ah, Rayman. Ouais, Forrest Gump. Non. Rainman. Rainman. On m'a fait fermer ma gueule. Rayman, c'est ça. Ah oui. X97. Bon, voici la radio du futur. Non, mais ça, il m'a marqué ce film-là. Non, c'était vraiment un génie. Hein. Ensuite, par la suite, de nombreux magiciens s'inspirèrent de lui et un Américain d'origine hongroise tira même de lui son nom, Harry Houdini. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Baptiste. Ouais. 1874. Ah, mais je dis pas que des conneries. Hein. Non. 1874-1926, maître de l'évasion. Voilà. Ici, nous avons spécialement sélectionné quelques magiciens de prestige pour vous montrer l'évolution qui s'est produite au cours des années. Alors, il y a eu Borosco, 1880-1967, et le Robert Houdin suisse. Il était aussi un horloger et a inventé des mécanismes permettant de faire grossir un objet à vue de nez et de dédoubler une chaise. Apparemment, tout le monde était horloger. Alors, je ne sais pas si toi, Jean-Baptiste, t'es un spécialiste des montres. Mais je sais pas. Apparemment, vous avez tous la notion du temps. Je sais pas. Le temps, les horloges, c'est magique déjà à la base. Hein. Ouais. Après, il y a eu Sorcar, 1913-1971, est un Indien dans la ville. Non, je plaisante. Est un Indien qui a reçu l'Oscar de la magie. Pas mal. Sphinx. The Sphinx, ça me fait penser à Las Vegas, là, où il y a le Sphinx à côté de l'hôtel de la Ouais, pyramide. le Luxor. Ah non, le Sphinx, pardon, non, c'est le MGM. Non, mais Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est un joueur de poker. Ouais, non, mais... Et apparemment, il est très bon. Oui, ah bah. Non, je suis pas très bon, non. Ah bon? Je croyais que... Ah bah je suis écoute. juste amoureux de ce jeu et de là à dire que je suis bon, non. Mais, parce qu'en plus, tu te fais dépouiller. Parce qu'en plus, quoi? Tu te fais dépouiller quand tu arrives là-bas. Non, ça va. Ah, je pensais que t'étais très bon. Mais en plus, Alors là... moi, ils ont peur de toi parce que tu dois avoir des cartes partout dans tes poches. Oh bah, vu mes résultats, ils me disent bienvenue, asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez boire, hein, je t'assure. Hein, en fait, le magicien qui perd tout son argent. Le Charlie il m'offre pas une suite à disposition, mais c'est tout juste. Il y en a qui viennent de loin quand je suis là, hein, quand j'arrive à Vegas. Hein, ils savent. Non, mais... un jeu, c'est ludique, je rigole. Mais c'est vrai, je vais souvent à Vegas. J'aime bien cette ville. Non,
Non, mais alors voilà. Donc là, je parlais de Sorcar, hein, c'est ça. Donc, est un Indien qui a reçu l'Oscar de la magie. Donc, un Indien. Car il arriva à faire, il arrivait à faire disparaître un éléphant grâce à une technologie développée. D'accord? Ils ont Salut. pas précisé, mais je pense que c'est dans les années 70, vu qu'il est mort dans 71. Alors, il y a eu les frères Eck. Alors, les frères Eck, 1911, 1991, 1994, bon, qui sont morts, ouais, à 3 ans près, qui ont, avec un autre magicien, présenté le tour de l'homme scié en deux pour la première fois en 1937. Ouais, c'est intéressant ça. Ça aurait- 1937, d'accord, donc c'est la première fois que l'homme scié. Ouais, je pense que pour l'époque, les gens, ils étaient traumatisés, quoi. Bah peut-être, et puis ça aurait été intéressant. Alors évidemment, on peut pas en parler là, mais de voir la méthode qu'ils utilisaient, parce que la femme coupée en deux, la fameuse, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs méthodes. Enfin, il y a plusieurs solutions pour le même tour. Donc ça aurait été intéressant de voir à l'époque le démarrage, quoi. Par quoi ils ont commencé. Bah, de ce toute truc, façon, quoi. moi-même, je sais pas comment vous faites, donc de toute façon, Mais tu de vois, toute façon, il faut savoir que, Là, que Jean-Baptiste ne dévoile jamais rien, hein. Moi, j'ai essayé de le faire Non, parler. non, mais, c'est intéressant de savoir que. Ah, je te coupe, Sophie, excuse-moi, vas-y. Oui, non, mais c'est vrai, toi, tu balances jamais rien. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de savoir, de comprendre. Et il balance rien, le type, hein. Je vous jure, hein. de toute façon, Non, mais- c'est une mafia, hein. C'est une mafia. C'est Non, la non, mafia mais des c'est magiciens. vrai. Bah ouais, Mais ouais, ouais. est-ce que toi, Jean-Baptiste, est-ce que tu as déjà Oui. fait justement ce tour de la femme coupée en deux, la fameuse, là? Oui, je le fais. Bah, c'est marrant parce que c'est pas du tout mon créneau. Ce qu'on appelle ça, ce que tu appelles la femme coupée en deux, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle des grandes illusions. Alors il y a pas que ça, il y a la femme qui l'évite. Tous ces trucs-là, c'est des grandes illusions. Et je suis sur un spectacle. Alors, on a le droit de citer les noms. De Mais bien parcs ou sûr, pas, non évidemment. Ouais, j'en sais rien. Moi. Oh là là, oh là. Alors, Non, mais je vas-y. travaille au parc Astérix. Et le parc Astérix, c'est un spectacle de grandes illusions. Et justement, on fait la femme coupée en neuf. Et elle est toujours en vie après Ouais, ça coûte cher en partenaire, mais on y arrive. Il y a du budget Ouais. au parc. Ça va. Non, ouais, bien sûr. C'est sympa. C'est chouette. Ah ben. Alors, donc, c'était 1937, hein, la première fois. Alors, après, il y a qui? Il y a Aldo Richardi. Aldo Richardi, 1923-1985, qui a perfectionné le tour de la femme sciée en deux, coupant maintenant la tête. Oui, alors, c'est-à-dire que lui, il coupait la tête en même temps. Il coupait la tête, donc c'était en trois. Hein. Je comprends. Ouais, peut-être, ouais. Voilà, donc la tête, ok. Mais c'est honteux, je les connais pas, tous ces gens-là. La culture, bonjour, j'ai honte. Hein. T'as pas été à l'école de Alors- Poudlard, apparemment. Non, Ouais, mais- non, a priori. Il n'a pas été. Moi non Ouais. plus, Jean-Baptiste, hein, je connais pas tous ces noms. Bah oui, mais c'est censé être mon domaine quand même. Ah. Comme quoi, Ben bonne oui. chronique, on apprend des choses. Voilà, c'est ça. Alors après, j'ai bientôt terminé. Alors après, c'est David Copperfield. Bon, ça, Bon, lui, on le connaît. Lui. 56 à nos jours, donc il est encore en vie, il n'est pas mort. Considéré comme le plus grand magicien actuel, arrive à faire disparaître un avion, à se téléporter à Hawaï et à revenir instantanément, à s'évader de prison d'Alcatraz. Voilà. Alors, Le mec, il part à Hawaï et il revient, quoi. Alors, justement, à Jean-Baptiste, je lui avais posé la question parce que je pensais que David Copperfield, comme on n'entend plus parler, avait arrêté. Mais Alors en fait, que pas du tout. pas du tout. À l'heure où on parle, ils montent sur C'est scène pas vrai. dans. Ouais, ouais. Donc là, avec le Covid, non, ils sont tous en arrêt. Mais non, Copperfield, il faut savoir que à Vegas, il joue 2 fois par soir Ah ouais. dans une salle, dans le fameux MGM. Et il a sa salle de théâtre, qui est une salle, j'imagine, bon, j'ai pas compté, mais estimation 1500 personnes, 1200 peut-être. Et non, il joue son show à 2 horaires tous les soirs. Et donc. Et en fait, on n'en entend plus parler. Et en fait, il a été exposé dans la presse parce qu'il était avec Claudia Schiffer. Ouais, ça remonte à plus de 20 ans cette histoire. Oui. Peut-être encore plus. Ah, Ouais. au Mais- début, il était tout jeune. Hein. Ouais. Alors avec Sophie, il a bien fait disparaître la Tour Eiffel aussi, hein, un spectacle. Ah non, non, lui, il a fait Non, la Statue de la c'est Liberté. la Statue de la La Tour Liberté. Eiffel, c'est un autre, c'est un Français, c'est Gilles Arthur qui a fait ça. Ah, d'accord. C'est un magicien français qui s'est lancé dans la grande illusion. Mais bon, Copperfield, c'est quand même le patron. Hein. Copperfield, c'est Bah, Copperfield. Hein. Mm. En tout cas, c'est le plus grand nombre d'entrées, le plus grand nombre de tickets vendus, Copperfield. Voilà. Bon, achetons tous nos tickets au parc Astérix pour cette année.
Pour que Jean-Baptiste monte en pote. Ouais, oh, c'est gentil. Travail d'équipe, ça fait plaisir. Voilà. Donc, j'ai fini ma chronique. Bon, tout simplement, voilà, ça retrace un petit peu. Bravo. Tu vois, c'est vrai, bravo Bassoane. Je suis ton fan. Merci. Ah, il est content, Bassoane, il a une petite fille. J'ai un homme avec moi. Ah oui. La dernière fois, j'avais le mince, celui qui faisait l'hypnose là. Comment il s'appelle déjà? Ah, Luc. Luc, c'est ça. Luc Darac, si nous écoute, Luc. Ouais. Je t'attends. Luc, si tu nous écoutes, reviens. Et surtout, hypnotise Sophie pour qu'elle me donne une prime de 1000 €, s'il te plaît. C'est sympa. Mais il est prévu qu'il vienne. Non, mais c'est prévu. Mais je vais l'appeler cette semaine parce que c'est vrai qu'il doit venir et Yanis doit filmer ça. Donc, il doit venir à mon cabinet. Luc. En plus, je l'ai C'est vu. un hypnotiseur qui habite en Corse. Oui. Ça a été cool. un de nos invités. Luc, il a C'est son chouette, cabinet à Cortier. Oui. Ok. Et Si tu nous écoutes, enchanté, Luc. Oh, Comme ça, on fera une émission avec l'hypnose et la magie et même rendez-vous tout le monde au cabinet de. Bon, moi, je suis un peu loin, je pourrais pas venir. Mais rendez-vous tout le monde dans le cabinet de Sophie, comme ça, les gens ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent. Ouais. Et puis on fait un grand spectacle, on fait un grand show. Moi, j'invite Jean-Pierre Saville, comme ça, qui est Peter du. Non, tu Voilà. chantes pas, Sophie. Tu fais Dalida. Voilà. Dalida ou Dalida. Ne me tentez pas, hein, je vous préviens. Vous savez que je n'ai honte de rien, sachez-le. Bon. Lily Rose. Mais oh, non. Est-ce que tu l'as déjà entendu chanter, Jean-Baptiste, Sophie? Non, mais c'est. T'as épargné tes oreilles, c'est une bonne chose. Ah là. Ne me tentez pas, Ouais, sinon je vais rediffuser en direct. Hein. Je vous préviens. Ça peut être tentant, ça peut être sympa. Moi, je ne dis pas non. Ouais. Et puis c'est qu'un mauvais moment à passer, visiblement. Non, ça a été pénible Les pour oreilles un. souffrent un peu. Oui, mais c'est parce que on s'entend pas chanter dans le retour casque. C'est pour ça. Je me suis un peu lâchée le soir. Enfin. Donc voilà. Toi, Lily Rose, tu avais envie de nous parler de Alors, quel moi, sujet? J'ai pris quelques définitions parce qu'apparemment Jean-Baptiste a plusieurs cartes. Enfin, oui, si on peut dire. Donc, j'ai regardé ce que c'était un magicien. Donc, la première définition, personne qui pratique la magie. Bon, ça m'apporte pas grand-chose. Donc, en synonyme de magicien, il y a le mage et le sorcier. Donc, ce sont des personnes qui produisent, comme par magie, des effets extraordinaires. Alors après, j'ai regardé un prestidigitateur. Artiste qui, par des manipulations, des trucages, produit des illusions en faisant disparaître, apparaître, changer de place ou d'aspect certains objets. Synonyme, escamoteur, illusionniste, manipulateur. Donc j'ai entendu escamoteur tout à l'heure, donc je suis pas dans le faux, ça me rassure. Escamoteur, c'est celui qui veut s'échapper, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas ça. Oui, ça, attends, je vais vérifier. Mais toi, Jean-Baptiste, tu te ranges dans quelle catégorie, justement, de magicien? Alors, je veux pas te couper la parole sur ta chronique, mais en fait, moi, je touche à pas mal de choses. Alors après, si je commence à parler de ça. Non, mais long. Toi, ta catégorie, Jean-Baptiste, écoute-moi. Ta catégorie, tu as bien une spécialité. Tu n'es pas. J'y vais. Elle est simple, ma question. Non, mais. C'est une réponse à la question. À ta question. C'est simple. Mais non, mais. Je fais du cabaret, moi. Voilà. Je te réponds là. Voilà. Je fais du cabaret. Le cabaret, c'est un spectacle participatif interactif où je fais marrer les gens. Ça se veut drôle. J'ai pas dit que ça l'était. Hein. C'est burlesque. Ça se veut drôle. Burlesque, non. Burlesque, c'est une catégorie d'humour. Moi, c'est pas là-dedans. Je suis plutôt dans du stand-up. D'accord. Tu vois, pour donner dans les magiciens connus, t'as Eric Antoine qui fait ça très bien. Le grand qui fait 2 mètres avec les cheveux en pétard. Là, alors lui. Puis il a un rire. Déjà rien que son rire. Oui, non, mais il a son personnage. Moi, je parle juste du concept de faire de la magie en parlant aux gens et d'être un peu stand-up. Après, lui, il a son personnage, moi, j'en ai un autre, un troisième magicien aura un autre personnage, etc. Mais le concept, c'est ça. Donc, moi, je suis de l'école du cabaret, je suis de l'école maintenant de la grande illusion aussi, avec le parc Astérix, mais c'est vraiment le spectacle du parc, je ne suis qu'un pion, alors qu'en cabaret, c'est vraiment mon spectacle.
Voilà, en scène, c'est ça, Sophie. Mais excuse-moi de te couper, t'es où au parc Astérix? Parce que moi j'étais au parc Astérix, mais t'es dans quelle pièce? Je veux dire, t'es dans quelle quelle pièce? Dans la cave. Dans quel endroit? Parce qu'en fait, il y a toutes les attractions. Alors, si tu veux, tu as le. Alors, attention, il y a du changement au parc là. Par exemple, le spectacle des dauphins va s'arrêter. Ouais. Mais bon, là, en Covid, c'est un peu particulier. Il y a eu pas mal de chamboulements. Clairement, c'est le théâtre du Panoramix. Alors, il est où ce théâtre? Quand tu as le parc Astérix, tu as le spectacle des dauphins. En face, tu continues tout droit, tu as une espèce de restaurant avec des fruits. C'est juste à côté. Oui. Ah, c'est juste à côté des trucs de fruits, là. D'accord. Fallait parler de nourriture. Voilà. C'est à côté des sandwichs. On est deux magiciens, en fait. On est deux magiciens. Il y a le magicien officiel, mon ami Mickaël, que je peux citer ce soir, ami de toujours, depuis plus de 25 ans de magie, qui m'avait fait rentrer au parc Astérix il y a déjà 15 ans. Et du coup, quand ils ont mis au point ce spectacle-là, il fallait être deux parce qu'il faut des doublons, faut être à plusieurs. Ça peut pas être le même magicien qui est là tout le temps. Donc voilà, on se partage la scène. D'accord, ok. Mais à l'époque, j'étais à l'hôtel. À l'époque, j'étais à l'hôtel des Trois Hiboux. Et là, ça fait 15 ans que j'y bosse. Et du coup, à cet hôtel des Trois Hiboux, je faisais mon numéro cabaret pour la clientèle de l'hôtel. D'accord. Il y avait une petite estrade, voilà. Ok, parce qu'effectivement, je vois où c'est maintenant. Vu que j'y vais assez souvent au parc Astérix. Toi, t'es sur Paris? T'es sur la région parisienne? Je suis dans le Val d'Oise, donc je suis vraiment pas. Je suis pas loin, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Ah, sympa. Donc, voilà. On te laisse continuer, pardon. Hein. Non, mais donnez-vous rendez-vous au resto quand ce sera ouvert, ça sera sympa. Non, mais c'est pour ça que je voulais pas te couper. C'est pour ça que j'ai bien dit si je commence parce que j'ai pas à tout raconter sur mes trucs encore. Donc voilà. Oui. Donc c'est pour ça que je voulais pas te couper. Donc j'ai regardé aussi la définition de la magie en philosophie. Donc c'est un art fondé sur une doctrine qui postule la présence dans la nature des forces immanentes et surnaturelles. C'est bien parce que chaque mot faut. Pardon. Comment? J'ai pas compris la moitié, un mot sur deux. Moi, j'ai pas trop été à l'école. Non, mais je rigole. Qui peuvent être utilisés par un souci d'efficacité pour produire au moyen de formules rituelles et parfois d'actions symboliques méthodiquement réglées des effets qui semblent irrationnels. Mm-hmm. Donc forcément, c'est des choses, tu fais des spectacles où on comprend pas comment ça marche. Voilà. Ouais. Alors après, Sophie m'a dit qu'aussi tu avais la carte du mentalisme. Ouais, c'est oui, tout à fait. Alors, le mentalisme, c'est un art du spectacle qui consiste à créer l'illusion de facultés paranormales ou d'une spécialisation dans la maîtrise des capacités mentales humaines, la télépathie, la psychokinésie, l'hypermnésie, la clairvoyance, 3 petits points. Le mentalisme est un... je vais recopier 2 fois. Pourquoi j'ai copié 2 fois? Alors, donc, oui, ça y est. En fait, attends, je te coupe parce que justement, moi, j'ai regardé ça. Je vais écrire un article là-dessus d'ailleurs. Et c'est vrai que le mentalisme, c'est quand même particulier. Alors en fait, il y a une différence entre les magiciens et les mentalistes. Alors JB, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais un mentaliste, lui, ne fait pas de tour de magie. Il réalise des expériences qui prennent un aspect paranormal. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Il se lance. C'est une façon. La suggestion, l'hypnose. Oui, c'est une manipulation mentale. Moi, j'aurais tendance à te dire que le mentalisme est une manière de présenter un tour de magie. Moi, je vais me faire taper par les mentalistes en disant ça. Mais moi, c'est une manière de présenter de la magie, c'est-à-dire donner une crédibilité, donner un sens. Alors peut-être ésotérique ou ce qu'on veut, mais évidemment, c'est du spectacle. Ouais, c'est de la télépathie, tout ça. Enfin voilà. Parce que ce que j'ai pu justement constater là dans mes recherches, c'est qu'en fait, il a tellement de palettes larges, c'est-à-dire il a des facultés où il a appris en psychologie, en hypnose, en programmation neurolinguistique. En fait, c'est tout cet arsenal technique qui fait qu'il arrive à cette illusion, en fait.
Tu parles de qui là Du mentaliste. Mentaliste. Le mentaliste aussi, il a une connaissance approfondie du langage corporel. En fait, c'est un spécialiste en gestion du mental humain, tout simplement. Alors, moi j'ai une question, est-ce que le mentaliste, il peut faire son travail juste avec la voix, sans voir la personne, ou il faut absolument voir la personne? Je pense que oui, parce qu'il y a la gestuelle corporelle. Ouais. Non mais attends, laisse-le parler. Oui, c'est comme tout, si tu veux, il y a un maçon, est-ce qu'il peut peindre, est-ce qu'un peintre peut peindre une pièce oui, pour certaines expériences et non pour d'autres, voilà. D'accord. Non, parce que c'est ce qui pourrait nous différencier de la médiumnité. Le mentalisme reste du spectacle. Le mentaliste ne prétend pas ne pas avoir d'astuces, de trucages, de trucs comme ça. Il prétend pas avoir des vrais pouvoirs. Ça fait partie de son scénario de dire qu'il a des pouvoirs, mais c'est comme un combat de catch. On sait que c'est truqué, mais on ne veut pas y croire. On veut croire qu'il se tape vraiment. C'est pareil, le mentaliste, on aime bien croire qu'il a des vrais pouvoirs, mais c'est vrai que parmi tous les trucages, il va aussi utiliser de la psychologie, du langage corporel, du langage non verbal, etc. Mais mêlé à des petites astuces de magicien quand même. Faut pas... Oui, il a une palette qui est très large. Alors moi, quand je dis que je fais du mentalisme, je m'intéresse au mentalisme, mais je ne m'impose pas en tant qu'artiste mentaliste. C'est-à-dire que je suis bien magicien et des fois, je balance des expériences de mentalisme, mais ça passe comme un tour de magie. Je ne cherche pas à être mentaliste. Et j'adore la discipline, c'est-à-dire que je m'y intéresse énormément. Je l'ai beaucoup étudié. Alors, je reviens sur et ça, on en a déjà parlé ensemble, JB. Je l'ai mise la fameuse vidéo que tu m'as dit c'est pas la meilleure, mais enfin je l'ai mise dans l'article que j'ai créé sur le site Infinita Corse Voyance, où justement on te voit avec un jeune homme qui a un livre dans les mains et tu lui demandes. Ah oui. Bon, c'est celle-là la vidéo. Oui. Ça m'impressionne. Ma fille l'a vu, elle m'a dit qu'est-ce qu'il est fort cet homme. Ah, enfin, une qui a du goût. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il est fort. Non, mais et ça me fait halluciner. Bon, ça, c'est du mentalisme, par exemple. Ouais, voilà. Mais c'est. Il y a pas un truc. Oui, d'accord, mais comment c'est possible qu'il y ait un truc, puisque tu peux pas savoir ce qu'il est en train de lire, cet homme. C'est ça, moi, qui me dépasse. JB, il va falloir que tu me prennes en stage. Il faut que je comprenne des choses. Parce que ça, c'est quelque chose, vraiment, je me pose beaucoup de questions. Tu vois, c'est cool. Tant mieux. C'est chouette. C'est le but. Le but, c'est quand même de divertir avant tout. Et donc, le divertissement peut aussi passer par le dérangement. Tu vois, ça peut, une expérience de mentalisme, ça peut déranger. Un peu, ouais. Oui, parce qu'on se demande vraiment. Donc vas-y, pardon, Lily Rose, on t'a bien coupé. Non, mais j'ai terminé au niveau des définitions. Et alors j'ai regardé un petit peu au niveau des films et des séries où on parlait de magiciens, de prestigitateurs. Alors j'avoue que j'ai pas trouvé. Bon, alors j'ai pris vraiment les plus connus. Donc le premier film américain qui est sorti où on parlait d'un magicien, c'était en 1939. C'était adapté d'un roman et le titre c'était Le Magicien d'Oz. Ouais. Le Magicien d'Oz. Le surnom de Jean-Baptiste. Et merde. Voilà. Donc c'était fortement ancré dans la culture populaire américaine dans les années 1940. C'était aussi célèbre que Autant n'emporte le vent, une étoile est née. Donc c'est l'histoire de Dorothy, une jeune orpheline qui vit chez son oncle et sa tante. Tout allait pour le mieux, sauf que l'institutrice détestait son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins. Excusez-moi pour l'accent anglais, c'est pas mon truc. Alors, ces individus, ce sont des nains protégés par la bonne fée du Nord, mais menacés par la méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son palais d'émeraude. Donc, elle est accompagnée de l'épouvantail, du lion peureux. Je ne sais pas si vous l'aviez vu parce que il y avait une série française qui était tirée de ça.
Je sais pas si ça vous parle. Moi, quand j'étais jeune, mais comme je suis plus vieille que vous, vous avez dû le voir aussi. Non, moi je l'ai jamais vu en fait. J'ai juste vu des extraits où il y avait Michael Jackson qui jouait dedans, je crois. Et c'est tout. Parce que je me souviens pendant les vacances de Noël, il y avait le magicien d'Oz. Ouais. C'était des petits épisodes de 25 minutes. Voilà. Ouais. Ensuite, en 2013, toujours avec Oz, le monde fantastique d'Oz. Ouais. Moi, ça me parle pas trop ce film. C'était en 2013. Alors, c'est l'histoire d'un illusionniste qui voyage avec un cirque et qui reste prisonnier dans une tornade et se retrouve au pays d'Oz, où il doit se mesurer à la vraie magie et affronter 3 sorcières luttant pour obtenir le contrôle de la Terre. Mais il y a eu un remake de ce film. Ça me dit quelque chose. Ça. Ah bon ? C'est un film québécois. Hein. Moi, je me souviens de la série Le Magicien, là, avec sa grosse valise où il y avait tout dedans. On n'a pas la même culture, pardon. C'est connu puisque ça a été vu par presque 500 millions de... Ah, quand même. Ouais. Ah ouais. Ça a l'air tellement passionnant le scénario que... j'ai pas eu le temps de le voir avant l'émission. Donc... Non, je sais pas, ça me dit rien. Ça me parle, mais je l'ai pas vu en tout cas. Ouais. Alors après, il y a le dessin animé de Disney, Merlin l'Enchanteur. Ah, culte. Ah oui, j'ai adoré. Ça a été mon préféré. Ah, il est beau. Il date de 1963. Il est adapté d'un livre. D'un livre et ça parle du jeune garçon qui doit enlever l'épée du rocher pour voilà. Bah oui. Et puis après, voilà. Après, forcément, on pouvait pas parler de magie sans Harry Potter. Eh ben non. Voilà. Donc, c'est l'auteur britannique J.K. Rowling qui a écrit les livres et qui ont ensuite a donné 7 épisodes entre 1997 et 2007. Alors, moi, j'avoue, je les ai pas tous vus. Ouais, mais moi je crois que j'ai pas vu les derniers non plus. Je crois que c'est toujours les mêmes à la télé et c'est toujours le même que j'ai vu en fait le premier. Donc... Non, j'en ai vu un peu plus quand même. Faut pas exagérer, mais je crois qu'il m'en manque un ou deux. Ouais. Donc c'est l'histoire de Harry Potter qui devient orphelin et qui entre dans l'école des sorciers à Poudlard. Poudlard. Donc tout le monde connaît. Je vais pas voilà. Et puis, quand même, je voulais quand même qu'on parle d'une fille parce que il y a beaucoup de magiciens, mais il y a très peu de filles. Donc, c'est une série qui est de 1964. Ma sorcière bien aimée. Voilà. Bien aimée. Non, mais vous avez remarqué quand même que ce soir, je suis au top question technique. J'adorais cette série. Moi aussi. Donc, comment elle s'appelait déjà Sabrina. Non, pas du tout. Dans son nez, quoi. Sabrina. Non, c'était pas Sabrina. Non, Sabrina. Elle s'appelait pas Sabrina. Samantha. Et lui, il avait un... Entre-temps, je pense que l'acteur est décédé. Il y en avait eu un autre après. Il y en a un autre. C'était Samantha et Jean-Pierre. Et voilà, c'est ça. Tabata. Voilà. Samantha, qui est une sorcière, elle est membre d'une éminente société de sorcellerie. Et elle a vécu pendant plusieurs siècles loin des humains. Et un jour, paf, elle tombe amoureuse de Jean-Pierre, qui est très cartésien, voilà, qui travaille dans une agence de publicité. Et ils se marient. Et la nuit de noces, quand même, elle exagère. Hein, elle lui avoue qu'elle est sorcière. Donc lui, il lui demande de pas utiliser ses pouvoirs. Et la belle-mère, Andorra, fait tout pour que Samantha utilise ses pouvoirs pour briser le mariage de sa fille. Donc les premiers épisodes étaient en noir et blanc. J'ai lu ça. Et c'était des épisodes. Voilà, il y a 254 épisodes de 25 minutes, dont les premiers 74 premiers en noir et blanc. Quand même. Hein. Et ça fait un tabac fou, hein, parce que tout le monde connaît Ma sorcière bien aimée. Bah oui. Avec le nez. Mais ils avaient fait le film avec Nicole Kidman. Ouais. Ah ouais, ça me parle. Ça. Ouais, mais il était pas terrible ce film. Je trouve qu'il était pas. Non, c'était pas. Voilà. Ouais.
C'est possible, ouais, c'était pas. Ouais. En fait, il manque l'âme, le truc en plus, quoi. Par contre, il y avait un film qui était sorti au cinéma que j'avais été voir d'ailleurs, qui est repassé à la télé il y a pas si longtemps que ça, qui parle justement de la magie et tout. Le Prestige. Non, c'était le secret de l'horloge. Non. Ah oui, il y a Insaisissable aussi là qui est passé il y a pas longtemps, effectivement. Bah, il y en a Insaisissable, là ça parle vraiment. Ouais. Ça parle vraiment de ce que tu fais comme travail, hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait un film un petit peu qui a été créé par Disney. C'était Les Secrets de l'horloge, et c'était l'histoire d'un petit garçon. En fin de compte, ses parents sont décédés et en fait il va chez son oncle qui est un peu farfelu, qui est un sorcier, et dans une grande maison. T'as un buisson en forme de lion avec des ailes, et en fait le lion il est vivant, alors il se balade dans le jardin, t'as la chaise qui bouge, t'as tout qui bouge, et en fin de compte ce petit garçon demande à son oncle de le former à la magie, tout ça, et donc c'est vraiment très bien. C'est Les Secrets de l'horloge, et c'est bon enfant, c'est une belle histoire. Okay. Ça fait un peu flipper quand même. Mais c'est vraiment sympa, quoi. Donc ça va mettre aussi dans la case des films comme il y en avait plein, hein, mais j'ai pas pu citer tout le monde. Sur la magie, franchement. Oui, mais c'est. Il n'y en a pas eu tant que ça. Pas eu tant que ça. Sur l'illusionniste, sur la magie, ici, il y en a plein. Mais dans le domaine à Jean-Baptiste, je trouve qu'il y en a moins. Non, il y en a très peu. Ouais. À part Insaisissable qui vraiment. Si t'as le Prestige, regardez, si vous l'avez pas vu, vous pouvez regarder les yeux fermés le Prestige, c'est magnifique comme film. J'en ai trouvé une quinzaine, mais comme je les ai pas vus, voilà, je pouvais pas parler de films que je connaissais pas. Mais il y était, oui, le Prestige dedans. Oui. Ouais. Et pour terminer, tout à l'heure on parlait du Mentaliste, donc je pouvais pas ne pas parler de la série Mentaliste. Ah oui. Alors moi j'ai jamais vu cette série. C'est Patrick Jane, qui est un mentaliste, qui a un sens très développé de la psychologie et du mental, et qui travaille avec comment elle s'appelle, Jen, non, je crois. Bonne. Elle s'appelle Lisbonne. Oui, Lisbonne, ouais, merci. Je me souviens elle est enquêtrice, et donc ils font un duo au niveau des enquêtes, et là on voit le travail du mentaliste. Alors je me souviens ça a l'air impressionnant, mais je ne sais pas ce que Jean-Baptiste en a pensé de cette série. Moi je me souviens que d'une chose, c'est que cet homme-là est élu l'homme le plus sexy de l'année. Ils n'ont pas pris le plus laid non plus, hein, c'est vrai. Bon, moi personnellement, c'est pas mon style, mais je me rappelle que justement, il avait fait la une, et il avait été élu, je crois, après George Clooney l'année suivante. Il ressemble à Chucky, ce mec-là, faut pas déconner, mais non. N'importe quoi, ça. Et il y a une série qu'on a oubliée et que moi j'aime beaucoup, qui est, je sais pas si vous l'avez vue. Et il y a Sabrina qui m'écoute. Sabrina l'apprentie sorcière. Si, non, mais j'attends. Sabrina l'apprentie sorcière avec le chat Salem, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, moi j'ai adoré. Ouais. Je crois que j'ai pas vu. Ah, mais c'est super. Ouais, c'était marrant, ouais. Mais non, mais ils l'ont refait. Netflix l'a refait. Hein. J'ai pas Netflix. Ouais, Netflix l'a refait. Ouais. Donc oui. Voilà. Moi j'ai terminé ma petite partie. Ouais, juste pour répondre à ta question, oui, moi je l'ai vu la série Mentaliste. Hein, je l'ai vu et j'ai bien accroché. Je l'ai vu. Ouais, il y a des choses qui reflètent bien. Ouais, je l'ai vu tardivement, mais du coup j'ai tout vu d'un coup, si tu veux. J'ai pas, voilà. Donc. Ouais. Et ça reflète quand même, parce que des fois, les Américains, ils amplifient le truc, mais non, ça mais oui, bien. c'est du show, c'est de la série, quoi. Mais ça, ça reflète bien quand même un petit peu ce truc. C'est rigolo, en tout cas, le rythme, la façon de penser. Je pense qu'il avait des bons consultants pour ça, ouais. Ils ont forcément fait appel à des mentalistes consultants, je pense, pour qu'ils chopent les bons codes du mentaliste, le comédien. Ouais. Le fameux sexe symbole. Mais Jean-Baptiste, tu penses que ce serait une bonne idée que la police
se sert de mentaliste, comme aux États-Unis, ils peuvent se servir de médium pour résoudre des histoires. Est-ce que ce serait une bonne idée, d'après toi, d'avoir un mentaliste qui suit une enquête juste pour interroger le suspect pour voir si vraiment il ment ou pas, quoi? Ah, alors ok. Parce que j'allais te dire non, pas du tout, j'y crois pas du tout. Mais en fait, alors pas forcément un mentaliste, mais enfin quelqu'un qui a bien travaillé le langage non verbal, ouais. Que ce soit. Non, les profilers. Ouais, bah qui que ce soit, que ça porte le nom de mentaliste ou pas, peu importe, hein, que ça porte le nom de mentaliste ou autre chose. Mais effectivement, quelqu'un qui étudie le comportement de quelqu'un, ouais, je pense que ça peut aider. Ça peut marcher. Ça peut aider, ouais, je pense. En tout cas, ce sera une science inexacte, ça c'est sûr, mais ça peut fonctionner. C'est comme au poker, tu sais, au poker, moi, pour le coup, je parle d'un sujet que je connais, on utilise le langage non verbal, hein, pour savoir si le mec il bluffe pas, etc. Mais ça reste une science inexacte. Hein. Des fois, tu payes et t'as tout faux. Ton interprétation était complètement bidon, t'étais à côté de la plaque. Oui, parce que la personne en face joue un rôle. C'est fait exprès. C'est pour ça qu'ils ont des lunettes de soleil. Oui, non. Par exemple, le tremblement. Bah après, il faut savoir, faut que quelqu'un qui tremble, il peut très bien aussi bien trembler parce qu'il bluffe que trembler parce que justement il a du jeu et qu'il ne maîtrise pas son émotion, par exemple. Donc le tremblement, c'est juste un signe qu'il y a quelque chose de pas normal. Mais après, est-ce que c'est un bluff ou justement il est max? Ça nous interpréter. Il est peut-être juste sous la clim et il a froid. Non, ça marche pas comme ça, poker. Non, mais ça marche pas comme ça. Il a peut-être envie de pisser aussi, hein. C'est peut-être ça. Ou alors il n'a pas pris son petit whisky avant d'y aller. Le mec qui a envie de pisser, en général, il se lève. Et là, tu dis, je pense que d'après le langage non verbal, il va pisser, tu vois. Oh là là. Ah non, mais alors, après, moi j'en ai déduit, par exemple, à force de jouer au poker, et j'ai ma petite table, alors c'est juste pour parler de langage non verbal, j'en ai déduit qu'un tremblement, il valait mieux se dire que le mec avait du jeu. Et pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de comprendre les choses. Parce que quand je décide de bluffer et de mettre mes jetons au milieu alors que j'ai rien, c'est une décision que mon cerveau a prise. La décision, je l'ai prise, donc je l'assume. Donc je ne vais pas trembler. Enfin, je peux me planter, encore une fois. Mais par contre, si d'un coup je découvre que j'ai la meilleure main et que quelqu'un m'attaque, c'est génial, je peux lui prendre tous ses jetons, bah, du coup, je suis surpris par l'émotion, je ne la contrôle pas et je tremble. Autrement dit, l'excitation. Bah, on peut trembler des mains comme un trac. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la notion de trac ou en public ou quoi que ce soit. On peut soit suer, soit trembler, soit bégayer. Tous ces trucs-là sont dus au stress. Chacun gère comme il peut, mais le tremblement, c'est parti. Chewbacca, il bégaye, lui. Hein. Ah bah, Chewbacca est un diesel. Et ouais, c'est un diesel. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un peut trembler parce qu'il bluffe. Mais moi, je préfère partir du principe, avec l'expérience, qu'il a sûrement du jeu. Parce qu'encore une fois, on peut contrôler un bluff puisque c'est une décision qu'on a prise, alors que la meilleure main, on l'a subie. Tant mieux, c'est super qu'on ait la meilleure main, mais on l'a subie, donc ça fait un choc et du coup, on tremble. Bon, voilà, c'est un exemple de truc qui se passe dans ma tête au moment où je joue au poker, par exemple. Mais vu mes résultats, à prendre avec les pincettes. Moi, je joue à la belote et quand j'ai du jeu, je peux pas m'empêcher de sourire, en fait. Bah, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça un tel, mais c'est du langage non verbal. Il faut repérer, voilà. Et puis quand t'as pas de jeu, tu fais quoi du coup? Parce que si t'arrives à sourire aussi, du coup c'est perturbant. Ben non, je souris pas justement. Alors là, ça m'arrange qu'on ait le masque, comme ça on voit pas si je souris ou pas. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Enfin bon. Bon, nous arrivons au meilleur moment de cette émission. L'interview. Nos complaisances. De l'interview. Nos complaisances. Alors, Jean-Baptiste, es-tu prêt à répondre à toutes mes questions? Il y a combien de jokers? Il n'y en a pas. Alors oui. Alors, tu exerces la profession de magicien, ça on l'avait compris. Est-ce que toi aussi, je dis bien toi aussi puisqu'on en a parlé dans une émission précédente, est-ce que tu subis la raillerie dans ta vie personnelle et sociale? La raillerie, c'est-à-dire on se moque de mon métier? Oui. Pas trop. Pas trop, j'ai l'impression. Pas trop. Pas trop, j'ai l'impression que c'est un métier qui surprend. Il suscite de l'intérêt en tout cas, mais la raillerie, non. Ou alors ils sont sympas, ils sont diplomates. Ok. Quel personnage t'a fait rêver et justement t'a conforté dans l'idée de devenir magicien? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur?
Sophie, non, je déconne. Quel personnage m'a fait rêver Alors, est-ce que tu parles de mes profs de magie, Non, Gérard Majax, par exemple, quand j'étais petit, Gérard Majax, c'était ma star, quoi. Voilà. Donc, toi, tu as commencé la magie, tu avais quel âge? J'ai commencé la magie, mes premiers tours, j'ai dû commencer vers 11 ans. Des petits tours truqués et tout ça, peut-être même un peu avant. J'ai complètement lâché l'affaire vers 14 ans pour faire de la musique. Et à un moment donné, il a fallu en vivre. Et le hasard m'a mis devant des vendeurs de tours de magie. Ça m'a remis le pied à l'étrier. Je me suis fait pote avec eux. Et à partir de là, des créneaux sont ouverts à moi. Donc voilà. J'ai commencé tôt, j'ai arrêté et j'ai repris plus tard. Et après, j'ai plus jamais lâché. D'accord. Et as-tu été diplômé de Poudlard? Est-ce qu'il y a des écoles de formation pour devenir magicien, par exemple? Si je t'explique comment je me suis formé, tu vas rire. Mais alors, vas-y, on t'écoute. Et ben, si tu veux, comment faire simple? Si tu veux, j'ai commencé à gagner des pépettes avec la magie en étant vendeur. C'est des stands de magie qui existent encore aujourd'hui. Je travaille toujours sur des stands de magie. J'ai même ma boîte. On loue des emplacements et on est camelot quelque part, tu vois. On fait des démonstrations, ceux qui veulent acheter, ils passent derrière et on leur apprend. On voit ça à la foire de Paris, on voit ça toutes les foires internationales de France, on voit ça dans les marchés de Noël. Donc je me suis retrouvé propulsé à l'âge de 18 ans dans un univers de camelots. Et quand je voyais les camelots en train de vendre leur rap, leur poils et compagnie, j'étais fasciné. Je me disais, mais ils ont tout compris au spectacle. Ils savent attirer du monde, ils savent le garder, ils savent, ils ont tout pigé à la gestion de foule. Et je me suis calqué sur eux pour apprendre mon métier. Parce que c'est vrai que toi, plusieurs fois, tu m'en as parlé, là, tu fais Kid Expo. Kid Expo, c'est un des emplacements. C'est un salon spécial enfant. C'est un gros salon, apparemment. Ouais. C'est un salon de 5 jours. C'est pas un gros, hein. Les plus gros, c'est les foires internationales. Hein. Ça fait 10-12 jours. C'est gros, quoi. 10-12 jours, c'est intense. Kid Expo, c'est 5 jours. D'accord. Et effectivement, toute la journée, j'ai mon micro et je fais la démonstration. Je vends des tours de magie aux familles. Et ceux qui veulent acheter, on leur apprend derrière en secret comment ça marche. Autrement dit, on travaille à deux. Il y a toujours un démonstrateur et un prof. D'accord. Il y a toujours un mentor, en fait. Ouais, le prof, c'est celui qui encaisse, hein, ceci dit. Hein. L'autre, non, il est juste là. Financièrement, moi, je parle pour l'apprentissage. Il faut toujours un mentor qui montre. Un menteur, le lapsus. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu mon parrain. On a tous été. Moi-même, j'ai été le parrain de certaines personnes. C'est ça. C'est les wagons qui se suivent, quoi. C'est la vie, quoi. Comme nous, comme dans notre métier. Exactement. Ouais, je pense que dans beaucoup de métiers, que ce soit la musique, tout, j'imagine. Hein. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de centre de formation, on est obligé d'être formé par quelqu'un. Donc, à un moment, le destin va mettre une personne qui va être là pour nous aiguiller, pour nous entourer, pour nous épauler. Oui, on est obligé, hein. On peut pas apprendre que dans les livres. Alors évidemment, j'imagine qu'à 10 ans, tu avais commandé au Père Noël la valise du magicien. Oui, tout à fait. Puis, alors ça, c'est pareil. Non, ça c'est. J'étais complètement à l'école. J'étais vraiment une bille. Mon père, il en pouvait plus. Vraiment, j'étais nullissime. Et j'ouvrais aucun livre. Rien ne m'intéressait. Et un jour, il me fait un tour de magie, mon père. Je lui dis, comment t'as fait? C'est génial. Et là, il était intelligent. Il m'a dit, tiens, j'ai appris ça dans ce livre. Il me l'a donné. Et il me fait, si tu veux savoir la solution, tu te le tapes, mon fils. Donc c'était intelligent de sa part. Et donc du coup, je me suis tapé le livre que j'ai dévoré, j'ai adoré. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé, parce qu'il y avait plein de petites astuces. Alors comme tu dis, Sophie, c'est pas la manette de magie, mais c'était vraiment l'équivalent. Et il y avait de quoi recommander un livre à la fin, que j'ai recommandé. À la fin de ce deuxième livre commandé, il y avait une adresse d'un vendeur de magie. Alors là, ça a été la consécration pour moi, que c'était à Strasbourg. Et il m'envoyait des catalogues par correspondance. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et je recevais des catalogues tous les mois. Et je pouvais commander du vrai matériel de magie, allant de 5 € à des millions d'euros, enfin de francs à l'époque. Il y avait la femme coupée en deux. Si je voulais, je pouvais l'acheter, mais ce n'était pas dans mes moyens. Mon appartement, c'était compliqué. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'une collaboration importante que tu as eue dans ta carrière? Est-ce qu'il y a eu une rencontre qui t'a propulsé? J'en ai eu finalement, ma carrière, elle tient à 3 personnes, je pense. Elle tient à mon ami, parce que on travaille toujours aujourd'hui ensemble, Jean-Pierre Vergès, qui est donc le mec que j'ai rencontré à 18 ans, qui vendait des tours de magie, un camelot. Alors le mec n'était pas magicien, c'était un businessman. Il vendait des bijoux, il a vendu tout et n'importe quoi dans sa vie. Il est tombé sur un stand de magie en Thaïlande, pardon.
Et là, il s'est dit, c'est génial, je veux refaire ça en France, ça n'existe pas. Donc, il a acheté des tours de magie, en gros, en Thaïlande. Il a fait un essai en France. Il se trouve que je suis passé devant son stand. On a sympathisé, j'ai adoré. À partir de là, on a bossé ensemble. C'est lui qui m'a mis dedans pour la première fois. Et on travaille toujours aujourd'hui ensemble. C'est fou, hein. Et on part à Vegas ensemble, par exemple. Donc, on est des vrais amis. Donc, lui m'a permis de mettre des pieds sur des stands de magie, autrement dit, d'avoir une visibilité énorme. À partir de là, ça m'a permis d'avoir les petites mamans qui avaient besoin de magiciens pour les 7-8 ans de leurs enfants. Et ça m'a permis après, en prenant un peu d'âge, d'avoir les chargés de projet dans les entreprises. Donc, j'ai commencé à faire des entreprises, des soirées événementielles à partir de 25 ans, quoi. Et à partir de là, j'ai eu une deuxième belle rencontre qui est Mickaël, qui est le magicien officiel du parc Astérix, qui m'a fait rentrer dedans il y a 15 ans maintenant. Donc, Mickaël, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a mis sur plein de créneaux autres que le parc Astérix. Et suite à ça, sur une tournée pour une boîte, une tournée de 5-6 dates, je tournais avec une jongleuse, en fait. Et cette jongleuse m'a dit, ah, JB, il faudrait que tu rencontres un patron de cabaret qui est un ami à moi. Tu collerais trop bien à l'image et à l'esprit. Elle m'a fait rencontrer ce gars-là, qui était le patron du Zèbre de Belleville, qui est un cabaret parisien pour lequel je bosse depuis également 15 ans aujourd'hui. Donc, ça fait 15 ans. Enfin, ma carrière, elle tient. Enfin, après, il y a eu ma clientèle, hein, les stands et tout, mais ça a été Jean-Pierre Vergès qui m'a mis un pied sur les stands, Mickaël qui m'a ouvert à plein de grosses boîtes, dont Astérix, et Luce qui m'a quand même mis en contact avec le cabaret pour lequel je bosse depuis 15 ans. Et on va dire que c'est mon équilibre artistique, le cabaret. C'est pas là où je gagne ma vie, parce que c'est très mal payé, le cabaret, mais c'est les conditions, c'est l'équilibre artistique, c'est le top. Ai-je bien répondu, Madame Sophie? Oui, Monsieur Jean-Baptiste Chevalier. Mais Monsieur Jean-Baptiste Chevalier, je sais que vous avez été consultant aussi pour des effets spéciaux, pour des pièces de théâtre. Alors ça c'est prétentieux, ça c'est pas non. Non, mais non. Oui, mais tu as été consultant. J'ai été consultant et acteur pour des émissions de télé. Quelle émission de télé? Des pilotes. Alors après, ça a été vendu aux États-Unis ou pas, j'en sais rien. Justement, je n'ai pas. C'est là où j'ai mes limites et c'est là où je me fous de tout. Tu as pu constater que j'avais pas de site internet, tout ça. Non. Que je m'en fous un peu. Alors je vais y répondre après à ça. Il y a une raison. Donc c'est pareil, l'émission de télé, si tu veux. Soit tu le fais gratos, par contre, tu as un pourcentage si l'émission est vendue. Là, pour le coup, j'ai été payé. Mais si l'émission était vendue, c'était pas moi, du coup, l'acteur. Parce que du coup, c'était vendu à l'étranger. D'accord. Donc, je sais pas si les émissions étaient vendues ou pas. C'était pour MIP Télé. C'est des salons qui se déroulent à Cannes. C'est des salons où on achète les émissions de télé, etc. C'était dans ce cadre-là. Donc, j'ai été consultant surtout là-dedans. Après, au théâtre, c'est vrai que j'ai été consultant avec les Bogdanov aussi. Tu vois qui c'est, les Bogdanov? Oui. Oui. C'est difficile d'oublier ça. Oui. Non, mais j'en sais. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Igor et Grishka. Voilà. Et alors là, je peux rendre hommage à mon ami Siméon qui me les avait fait connaître. Hein, voilà, parce que c'était au départ lui qui les connaissait. Je donne des noms qui n'ont pas d'importance, mais si jamais ils tombent sur l'émission, ça leur fera plaisir d'entendre ça, quoi. Je les cite. Donc oui, tu as raison, Sophie, il y a eu un peu j'étais un peu consultant. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire que je risque d'orienter ma carrière avec l'âge. Consultant, metteur en scène, c'est des trucs qui me vont bien, si tu veux. Plus ça va, moins j'ai besoin d'être devant. Ah, peut-être que nous travaillerons ensemble, Jean-Baptiste. Sûrement. Quand Affinita Corse Voyance fera un super grand spectacle en direct, on aura Jean-Baptiste. Pour les effets spéciaux, hein, Sophie? Voilà. Évidemment. Mais je lui ai déjà proposé. C'est vrai en plus. Mais... J'attends toujours, Jean-Baptiste, je te signale. Non, mais on travaillera ensemble, va savoir. Ouais. Va savoir. Alors, que penses-tu de Merlin l'Enchanteur? Ah, Merlin l'Enchanteur. Bah écoute, c'est super, j'aimerais bien voir son talent. C'est un personnage qui est fascinant. La forêt de Brocéliande, tout ça, en France finalement. Parce que là, quand Bassoane a parlé de l'origine de la magie, il a parlé de l'Égypte, il a parlé beaucoup de l'étranger, mais en France, quand même, on a eu Panoramix et Merlin l'Enchanteur. Excuse-moi, ça a coupé, on a eu qui? Panoramix. Je travaille dans son théâtre maintenant à Panoramix. C'est pour ça. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, c'est parce que le parc Astérix, c'est un théâtre qui s'appelle le théâtre de Panoramix et je travaille dans le théâtre de Panoramix. D'où ma super vanne. Oui. Voilà. Bon, justement, alors, parlons peu, parlons bien. Tu es plutôt Astérix ou Obélix?
Alors, physiquement ou mentalement? Non, physiquement, je dirais que tu es plutôt Obélix, tu es plutôt Astérix, avec 40 cm de plus, voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Non, je suis plutôt Obélix, je suis un bon vivant, moi, je suis un épicurien. Bon. Tu es reconnu pour être un magicien plutôt original. Ça, tu nous en as parlé tout à l'heure. Et drôle sur scène. Pourquoi ne pas avoir choisi d'être clown ou humoriste, du coup? Ah, bah parce que je suis pas con. Non, humoriste, non. Bah, en fait, le problème, c'est que je pense que si je n'avais pas l'outil magie, je serais vite pas drôle, en fait. La magie, c'est génial parce qu'à partir du moment où tu empruntes un billet à quelqu'un, forcément, ça crée un lien drôle. Tu vois, ça t'aide à balancer des lines avec le spectateur, mais toujours gentil. Il faut jamais froisser un spectateur. Enfin, je n'aime pas. J'ai mon cahier des charges sur l'humour, hein, en tout cas sur l'attaque, puisque le cabaret, c'est quand même. On charge un peu le spectateur, on lui rentre un peu dedans, si tu veux. Donc moi, j'ai un cahier des charges. Voilà, on n'attaque pas sur le physique, on n'attaque pas sur tout ça. C'est que de la déconnade et il faut que le spectateur se sente bien. Il ne faut pas qu'il se sente agressé. D'accord. Justement, après, j'aurais une autre question concernant ce sujet. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie, dans l'humanité Je peux pas. Mon fils à côté, je peux pas tout dévoiler. Qu'est-ce que j'aime le plus? Ah bah, je sais pas, elle est à la fois bien cette question et un peu chiante parce que je sais pas, c'est un froid comme ça. Qu'est-ce que j'aime le plus? Les amis, la famille, être bien entouré. Être bien entouré autour d'une bonne table, bonne bouteille, bien manger, le boulot. J'aime beaucoup mon boulot, donc j'ai la chance de faire un boulot que j'aime. Donc déjà, même si en ce moment avec le Covid c'est un peu plus compliqué en ce qui me concerne, mais c'est cool quand même. Non, je sais pas, je vais te décevoir sur ce coup-là, Sophie, parce que je vais pas avoir le d'enfer là. Bon, non, j'aime beaucoup de choses, j'aime la musique, j'aime plein de choses. Alors, à contrario, qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas les radins, l'hypocrisie, les faux jetons, les faux culs. J'aime pas quand on a les gens sans passion, quoique ça veut rien dire. J'ai plein d'amis sans passion que j'adore. Faut que je vienne dire une connerie. Qu'est-ce que je n'aime pas? J'aime pas les trucs qui m'emmerdent. Ça, c'est con comme question, mais c'est vrai. Si tu réfléchis bien, c'est pas si mauvais comme réponse. C'est vrai. Tout ce qui m'emmerde, j'essaie de le... Quel est ton rêve le plus dingue? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Enfin, si tu avais tous les moyens pour ça, qu'est-ce que c'est quoi ton rêve le plus fou? Arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie, à vivre comme je vis aujourd'hui. C'est-à-dire heureux, bien dans mes baskets, voilà. As-tu une bien chanson entouré, plein d'amis, épicurien à 100%. Bon. As-tu une chanson préférée? Parce que nous sommes quand même sur une station de radio. Est-ce qu'il y a une musique qui te transporte, Jean-Baptiste? Alors c'est compliqué ça, parce que quand tu as un chagrin d'amour, ça va être telle musique, quand tu as un super joyeux, ça va être telle musique. Moi j'ai une culture rock, moi. Ah, j'avais comme la moi. crête, fut un temps. J'étais toi aussi. punk, moi. Ah, moi aussi, presque. Punk, j'étais punk. Donc moi j'aime bien tout ce qui est rock et tout, et dans ce rock, il y a des trucs qui arrivent au milieu de ça. J'aime bien Aznavour, j'aime bien Sardou, j'aime bien Renaud, tu vois, dans la variété française. Alors, Sardou, je suis un des rares à aimer Sardou, mais en même temps, quand je vais dans ces concerts... mais moi, j'aime « Je vais t'aimer », Jean-Baptiste. Je vais t'aimer. Bon, allez. Non, ouais. Sophie. Voilà. T'allais chanter, Sophie. Non, mais tout allait bien jusqu'à présent. Bon, après, tu parlais de chansons qu'on écoute quand on a un chagrin d'amour. On a fait une émission là-dessus, hein. Tout le monde a entendu. J'étais mort de rire. J'ai vu ce que t'écoutais, toi, quand t'avais des chagrins d'amour. Voilà, donc. C'est un concept. C'est un concept. Moi, j'aime les moches. Ouais. C'est tout à fait ça. Alors, une question me taraude. Tu as presque répondu tout à l'heure, mais non, en fait. Parce que lors de la préparation de cette émission, je me suis souvenu de David Copperfield, évidemment, comme tout le monde, qui faisait disparaître. Alors moi, ça, c'est un truc... Alors, autant la Tour Eiffel... la Statue de la Liberté, c'est pas quelque chose qui m'a impressionné plus que ça. Enfin, je sais pas, je l'ai peut-être pas vu. Mais alors, le coup du Boeing... Oui. Le coup du Boeing, est-ce que tu connais son secret?
Est-ce que toi, tu as décrypté son secret? Écoute, je l'ai pas décrypté, mais je le sais parce qu'on me l'a dit, parce que dans le métier, tout finit par se savoir. C'est très intelligent comme truc. Ouais, je le sais. Mais c'est très intelligent parce que c'est pas la solution de facilité telle qu'une trappe. Tu vois, c'est plus vicieux que ça. D'accord. Alors, je voulais revenir sur. Alors, n'oublie pas qu'il y a l'apparition, il y a l'apparition aussi, il y a l'apparition et la disparition, il y a les deux. Hein. Ah bah moi j'ai vu la disparition. Ouais. Bah, l'apparition c'est très bluffant, je trouve. La disparition c'est très bien aussi. Oui, mais c'est du grand art. Alors moi je me suis dit, ils ont des miroirs, ils ont des. Moi en fait ouais, j'ai le cerveau en feu si je viens à ton spectacle de magie. Bah au mien, si tu viens au cabaret, tu vas te marrer plus que je fais vraiment passer le côté convivial et marrant avant même la magie. Mais il y a de la magie bien sûr, sinon ce serait un spectacle d'humour. Tu l'as dit tout à l'heure. Non, c'est bien un spectacle de magie, mais c'est vrai que l'idée c'est de déconner. Ce qui n'est pas le cas au parc Astérix par contre. D'accord. Bon, enfin, je sais pas, moi, une fois, je t'ai demandé de me faire un tour, je sais plus, tu as fait disparaître un truc, tu as fait réapparaître. Bon, je suis passé à autre chose, quoi. Non, mais Jean-Baptiste, il y a un truc Oui, vas-y. Il y a un truc qui m'a toujours surpris, c'est les colombes, là. Je sais pas comment vous arrivez à les garder dans vos manches. Parce que je me dis. Déjà, tu pars du principe qu'elles sont dans les manches. Déjà. Tu pars du principe qu'elles sont dans les manches. Déjà. Voilà, mais je pense qu'elles sont dans votre manche ou cachées dans votre chemise en train de renifler vos aisselles, mais je sais pas. Elles sont bien quelque part, non? Écoute, tu sais quoi? Alors, c'est pareil. Évidemment, je connais les astuces des colombes, bien évidemment, mais tu sais quoi, c'est une discipline, parce qu'en magie, il y a beaucoup de disciplines, c'est une discipline que je n'ai jamais pratiquée. Tu me demandais si j'avais fait la femme coupée en deux tout à l'heure, la réponse c'est oui. Et les colombes, je n'ai jamais fait. C'est vrai que ça m'a toujours impressionné, ça. Ouais. Tout ce que je peux te dire, c'est un vrai talent. Pour qu'on ne voit rien, c'est vraiment des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Oui, mais c'est ce que je voulais demander, moi. Combien de temps ça prend pour créer et finaliser un numéro? Écoute, je me suis rendu compte que toute discipline était... je vais redire un truc, mais je vais me faire taper dessus par les magiciens. Mais en même temps, maintenant, je pense le contraire. Les numéros de colombe, où tu sais, les magiciens qui font apparaître des cartes sur scène, les mains vides, ils font apparaître des cartes. C'est un travail de folie. C'est un travail de malade mental. Il faut être autiste. Il faut pratiquement être autiste pour avoir un résultat. Maintenant, j'ai toujours pensé que les grandes illusions, c'était hyper facile, hyper simple et que c'était un partenaire qui faisait tout. Et grâce au parc Astérix, une fois que je me suis retrouvé là-dedans, dans ce projet-là, je me suis rendu compte que même ça, c'est dur. Parce que le travail va être sur l'esprit d'équipe. Dans un spectacle de grandes illusions, si on ne fait pas corps avec l'équipe, ça ne marchera pas. Ça se joue au millimètre près, à la seconde près. Attends, Jean-Baptiste, je rigole déjà, j'imagine. Ah non, mais je l'ai pas entendu. Non, j'imagine, je rigole déjà, Jean-Baptiste. Il faut faire corps avec l'équipe, c'est là que tu dis Jean-René, qu'est-ce que tu fous, putain? ouais, c'est déjà arrivé, figure-toi. Quand tu joues un show, au parc, on joue le show entre 5 à 6 fois par jour. Ouais. Le même show, parce qu'il faut un turnover de... Il y a 25 000 il y a entre 12 et 25 000 personnes sur le parc. La salle a fait 600 personnes, donc il y a 5-6 représentations par jour. Donc sur une saison d'été, juillet-août, tu fais le calcul, le numéro va se jouer plus de 300 fois. Moi, j'en fais à peu près une centaine de représentations. Mon ami en fait 200, Michael. À peu près. Bon, tu te doutes bien qu'il y a forcément des ratés. Hein. Ouais, comment vous faites quand il y a des ratés en direct? Ça va du et merde et on enchaîne à carrément un rideau fermé. Hein. C'est déjà arrivé qu'on ferme le rideau prématurément. Oh, purée. Ouais. Et qu'on le réouvre. Ça pourrait m'arriver, ça. Ouais. Non, c'est du spectacle vivant, on le sait. Hein. D'accord. C'est comme ça. Après, moi, quand je suis tout seul en cabaret, les ratés, je les gère. Je suis tout seul. Je n'ai que moi à gérer. Bah oui. Donc, quand on est plusieurs, bien sûr que j'ai des ratés, mais l'avantage, c'est qu'en cabaret, j'ai un personnage de déconneur. Donc, à partir du moment où je déconne, et puis vu que j'ai de l'autodérision en plus, ça m'est déjà arrivé sur scène. Oui, de rattraper comme ça. De dire au public, je suis vraiment une grosse merde. Enfin, voilà, je les fais marrer, je rattrape le truc, et puis ça passe tout seul, et puis les gens se marrent, et puis on y est, quoi.
Par contre, j'ai une question qui me taraude là. Je voulais savoir si pendant que tu étais au cabaret ou pendant que tu étais en train de t'entraîner tout seul, sans forcément, ou même avec du public, mais que pendant un de tes tours de magie ou un entraînement, en fait, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un phénomène paranormal? Est-ce que à un moment donné, tu t'es piégé toi-même et tu t'es dit, mais merde, on se fout de ma gueule, ou est-ce que c'était déjà arrivé de vivre un effet paranormal pendant que tu faisais un tour de magie? Est-ce que c'était arrivé ça? Non, ou alors en tout cas, je ne l'ai pas interprété comme du paranormal. D'accord, ok. Après, il m'est déjà arrivé des trucs bizarres, genre, mais pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Mais après, moi, je l'interprète pas comme du paranormal. Mais d'accord, mais t'as jamais eu de trucs, d'accord, ok. Par rapport à ça. Non, par contre, j'ai eu des sacrés coups de veine où, par exemple, je te dis une bêtise, je tiens une carte en main, je te demande de me dire une carte et par une habile manipulation, je vais pouvoir retourner la carte et te faire croire que la carte que j'ai en main depuis le départ, c'est la tienne, supposons. Ça, c'est les faits. Ça m'est déjà arrivé que pile poil, tu me dises la carte que j'ai vraiment en main. Donc j'hallucine parce que du coup, j'ai pas besoin de tricher, quoi. Je retourne la carte et c'est un effet vraiment super, quoi. Ça m'est déjà arrivé, des trucs comme ça. Mais c'est pas du paranormal, c'est à force de le jouer. Pour moi, c'est des stats. D'accord. Mais je peux me tromper, hein. Alors justement, il y a une particularité dans ton travail, il n'y a pas que les spectacles. Tu produis, tu crées des tours de magie, tu en fais des DVD. Oui, tu en fais des DVD qui sont destinés aux professionnels. C'est ça ? Alors, alors j'ai fait. Alors, les DVD aujourd'hui, maintenant, ça va plutôt être du téléchargement parce que le support DVD se vend plus depuis quelques années, depuis 2 ans. Enfin, se vend beaucoup moins. On en vend encore, mais moins. Mais oui, j'ai plusieurs DVD qui sont sortis. Le premier, c'était il y a 14 ans. J'ai sorti toute une trilogie sur la magie. Qui s'appelait L'arme absolue, je crois. Non, alors attendez, ça s'appelait Génial, Super Génial, Méga Génial. Ça, c'était 13 tours par DVD où tu apprenais des tours avec des objets du quotidien. Tu arrives chez quelqu'un et tu es capable de te débrouiller avec ce que tu trouves. C'était ça le concept des DVD. Donc ce sont des cours. D'accord. Après, j'ai fait L'arme absolue. C'est parce qu'en magie, on a un trucage précis que les magiciens connaissent, que là, je ne vais pas dévoiler comme ça. Mais ce trucage, on ne sait pas trop quoi en faire. Et j'ai fait tout un DVD là-dessus pour expliquer quoi faire avec ce secret, ce trucage. D'accord. Et après, j'ai fait un DVD spécial carte. J'ai fait un DVD spécial manipulation de cartes aussi. Et après, j'ai fait des produits, j'ai fait des objets truqués. Tu parlais justement de la vidéo du livre tout à l'heure où tu n'avais rien compris. C'est un tour de magie que j'ai créé pour les magiciens, par exemple. D'accord. Ah, j'aimerais bien l'apprendre. Ouais. D'un coup. Ah ben oui. Ça peut s'apprendre, ça faut... Voilà, ça peut s'apprendre. Ça pourrait être rigolo, ça. C'est comme tout, faut le bosser, mais c'est comme une partition, comme un instrument de musique, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut être magicien, magicienne. Il suffit juste d'en avoir envie. D'accord. Et tu crées aussi des articles de magie? Alors non. Attends, des articles enfin pas des articles. Ah non, tu crées pas. Écrite, non, mais oui, non, pas de la presse écrite. Des objets truqués, oui, c'est ça, oui, le fameux livre en question, etc. Oui, c'est ça, oui, je fais. Ça fait partie de mon travail. Parce que le livre est truqué. Pas forcément le livre. Il y a un trucage qui me permet ça. Peut-être qu'il s'adapte à tous les livres. Oh, je viens de découvrir le secret. Non. Ça fait 1 an que je planche là-dessus. Des fois, je pense à toi, je me dis, ce livre, comment il a fait? Voilà. En quoi ça explique le secret? Parce que c'est le livre qui est truqué. Si c'était si simple. Non, mais regarde, si je te fais un tour de carte et que tu comprends rien, si je te dis, je peux pas te donner mon jeu à vérifier parce que mon jeu est truqué, ça t'explique pas le truc? Non. Oui. Oui. Mais il est en train de nous tortiller le cerveau. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça, c'est les magiciens. Faut se méfier. Il faut se méfier. Oui, il faut se méfier des magiciens. On est plusieurs confrères, amis, magiciens à créer des trucs. Alors, soit pour le grand public, soit pour les magiciens, mais ça peut être des petites astuces qui nous aident. Moi, je manipule les cartes. Quand je fais un tour de cartes en soirée événementielle, mon jeu n'est pas truqué, mais je peux très bien m'aider d'un étui, d'un machin, d'un petit objet truqué en plus qui va me permettre d'emmener l'effet encore plus haut. Et donc voilà, on est pas mal de créateurs comme ça
à vivre. Voilà. Alors moi, j'ai des copains qui ne vivent que de ça. Moi, je ne vis pas que de ça. C'est du beurre dans les épinards. C'est du plus. Et est-ce que, comme nous, les médiums, quand tu es invité à une soirée ou à un mariage, est-ce qu'on te dit JB. Alors que toi, tu as déjà bu 3 quarts de la bouteille de vin, tu te dis, oh, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vais même te dire un truc, je fais partie des gens qui, si je peux éviter de dire que je suis magicien, je le dis. Donc, oui, nous aussi. Quand j'arrive dans une soirée et qu'on me demande ce que je fais dans la vie, je travaille dans l'événementiel. Soit la personne en face se sent fou, ça lui suffit comme réponse. Voilà. Ah bon et si la personne s'intéresse vraiment à ce que je fais, elle fait mais c'est quoi? Et ben, avant de dire magicien, je dis ça veut dire que je suis prestataire, en fait, prestataire de service, je loue mes services. Et si vraiment la personne chouine, cherche, oui, mais c'est quoi concrètement? Je lui dis je suis magicien, donc je loue mes services. Mais sinon, si ça lui suffit comme réponse prestataire. Oui, c'est un peu comme nous. Enfin bon, moi maintenant je suis grillé, mais avant je disais que j'étais dans la spiritualité. Voilà. Alors on me disait, vous êtes prof de yoga. Je faisais oui. Moi, je dis que je suis dans l'écoute et le conseil à la personne. Ah ouais, parce que vous aussi, vous avez le droit à chaque fois aussi. Alors après, après tu t'en sors pas, tu fais les cartes à tout le monde, quoi. Ouais, mais après, moi, je leur disais que j'étais dans la vente aussi, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de ventes. Ouais. Bon, voilà, mais c'est vrai qu'on va pas le crier sur les toits, c'est clair. C'est là que. Soit la personne avait de la voyance gratuite, soit elle est sceptique et on se fait insulter. Oui. Mais la voyance gratuite. Il y a des gens il y a des gens qui ont peur. Ça leur fait peur parce qu'ils ont des secrets, peut-être. Alors hop, ils s'en vont. Ah oui. C'est-à-dire qu'après, la magie, quand on me demande de faire un tour, je le prends pas comme un truc qu'il veut de la magie gratuite. Je me dis juste. Mon métier intrigue, et puis tout le monde aime voir un tour de magie, donc c'est normal en fait, c'est logique, c'est normal qu'on me dise tu me fais un tour, ce serait cool. En fait, c'est. Moi aussi, je te l'ai fait ça quand on s'est rencontrés. J'ai dit normal, non, il faut que je vois ça. Ben oui, c'est normal. Mais bientôt, Jean-Baptiste, il fera un numéro avec Luc, avec l'hypnose. Comme ça. Justement. Je suis aussi loin de toi. Moi, j'habite vers Versailles. Ah, t'es sur Versailles. Oui. À côté tu sais, Astérix, j'y vais pas en avion. Je pars pas de Poré. Ouais, mais... Non, mais Versailles, c'est à l'opposé du parc Astérix. Moi, Oui, mais en voiture, c'est assez. Je mets 45 minutes porte à porte quand il n'y a personne. Donc ça va. Oui, quand il n'y a personne. Ouais. Après, moi, je vais juste une petite aparté. Je vais souvent en Corse quand même. Oui. Parce que j'ai ma maman qui habite là-bas. Je suis 50% Corse. Mais justement, juste pour ceux qui nous écoutent quand même, voilà. J'avais une question, Jean-Baptiste, et pas des moindres. Et ouvre bien grand tes oreilles. J'écoute. Acceptes-tu que je fasse ton assistante la prochaine fois que tu viens en Corse et qu'on nous filme pour le mettre sur mon site? Alors je l'ai dit à tout le monde, Jean-Pierre Saville, tout le monde y est passé. Alors attends, avant de répondre à cette question, qu'est-ce que tu entends par assistante? Parce que je ne vais pas ramener la boîte pour te couper. Mais sinon, oui, mais est-ce que ça peut être une assistante est-ce qu'avec un tour de carte, avec quelque chose comme ça, ou il te faut absolument la fameuse boîte, l'image de télé? Parce que ça va être compliqué de ramener ça en Corse. Non, mais quelque chose quand même qui va faire sensation. J'ai envie de faire l'assistante d'un magicien. Eh ben, on va travailler dessus, ouais. Ah non, j'ai une idée. Attends, Jean-Baptiste, tu vas attacher Sophie sur la roue, là. Tu vas la faire tourner la roue et puis tu vas lancer des couteaux. Ouais, c'est bon ça. Bassoane me déteste. Bassoane, je te rappelle que nous sommes le 28, demain il y a la paye, au cas où. Non. Je te rappelle. Non, mais je te le dis, c'est tout. N'oublie pas. Non, c'est des couteaux en plastique, de toute façon, c'est des en caoutchouc, quoi. Voilà. J'en suis pas certaine. Parce que là, c'est pas de on parle pas de magie, là, on parle de cow-boy. Ouais, non, je pense que par contre, ça, c'est chaud, ça. Par contre. Attends, il y a déjà eu des accidents, tu m'étonnes. Envoyer la flèche dans. Enfin, non, c'était le couteau dans l'œil de sa femme, là. Il y avait... Ouais, c'était l'arbalète, c'était une flèche d'arbalète, je crois. Non, c'était une flèche. C'était pas dans l'œil, c'était dans le crâne, je crois. Elle est morte. L'œil, c'est dans le crâne, Bassoane, excuse-moi. L'œil, c'est l'œil, le crâne, c'est le crâne. C'est pas pareil. Ouais, c'est-à-dire que l'œil, elle peut s'en sortir, le crâne, c'est difficile quand même.
Non, mais il y avait si une dame qui avait reçu, je crois que c'était dans le crâne. Je sais plus. Alors il y a peut-être deux histoires. Parce que moi c'était avec un couteau. C'était pas avec un. Je Vous sais savez plus si frôler. c'était un couteau, une arbalète, mais c'était la pomme sur la tête, non? Qui a vu l'accident, je crois. Ah non, c'est l'œil. Je crois que t'as raison. Ouais, elle a été blessée à l'œil ou ouais, je sais plus. Mais ça c'est sûr que là. D'ailleurs, Non, on va pas faire ça avec Sophie quand même, Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jean-Baptiste, il n'y a jamais eu de tour de magie fait par rapport à ça. Par exemple, le mec qui se trompe et ça poignarde la nana et tous les gens ils font ah mais quelle horreur et puis en fait c'est une blague. Ouais, si, il y a eu. Il y a eu. Ouais, il y a eu. Il y a eu et. C'est la magie mode gore. Je suis en train de regarder là, en même temps que je vous parle, je regardais. Ouais, il y a eu un accident d'arbalète sur Go Talent. Tu sais, c'est Incroyable Talent version les États-Unis. Oui. Il y a eu un accident d'arbalète apparemment sur l'émission. Ah là là. Il devait viser la tête, la pomme sur la tête, un truc comme ça, je crois. Mais ouais, mais c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de trucage. Hein. Et il avait les yeux bandés, je crois. Ah ben, déjà, ça aide pas. Non, mais c'était ça leur numéro. Hein. Il avait les yeux bandés et il devait soit tirer l'arbalète ou je sais pas. Et la femme, elle tournait ou je sais pas. Et souvent, ils font en couple. Hein. Souvent, ils font ça en couple. Franchement, tu devrais faire ça avec quelqu'un que t'aimes pas, parce que comme ça, au moins, c'est plus radical. Mais c'est vrai que souvent, ils font ça en couple. Et alors, je te raconte pas les assurances vie qu'ils doivent avoir. Hein. Tu m'étonnes. Attends, parce que là, c'est pas des assurances classiques qu'il faut. Hein. Mais tu moi, m'étonnes. En plus, imagine, tu t'es engueulé avec ta femme. Elle t'a traité de connard, elle t'a traité de gros cotes, je sais pas quoi. Toute la journée, tu t'es engueulé avec elle. Franchement, faut pas faire le spectacle. Hein. Et le soir, c'est sûr que tu y penses forcément. Non, mais il doit y avoir des tentations, ouais. Allez, mets-toi sur la roue. Non, je veux pas. Mets-toi sur la roue, je te dis, je vais te lancer des couteaux. Non, je veux pas, gros con. Je pense que la femme, après, elle est pas con. Il y a un moment donné, si elle doit s'engueuler avec son mec, elle le fera après le spectacle, normalement. Je pense, ouais. À mon avis, ouais. Si elle est intelligente, ouais. T'avais quelque chose à me dire? Non, rien, mon amour. Je t'aime. Ah oui, si, vise bien. Ah là là. La prochaine émission, ça sera, on va inviter quelqu'un qui lance des couteaux, tiens. Ce serait une bonne. Bah écoute. Ouais, je suis curieux de savoir, moi, parce que comment c'est flippant, quoi. Hein. Non, mais tu sais quoi? La prochaine fois, on essaie d'inviter un serial killer, hein. Ça en fera plus simple. Attends. Ah bah ça, c'est parce qu'ils vont qu'il y en a plein des serial killers qui traînent partout là. Mais non, mais c'est vrai que ça me fait penser au sketch des inconnus là, tu sais quand ils présentent téléachat. Non, c'est matin, je sais pas quoi là. Ouais. Et l'autre il prend un couteau comme ça, il fait le cuisinier et puis à un moment donné il se coupe la main et il fait ah j'ai mal. Avec la fausse main en plastique, là, je sais pas quoi. Bref. Non, Sophie, on peut réfléchir en tout cas, pourquoi pas. Oui, ça pourrait être sympa. Mais ça peut pas être une boîte, enfin ça peut pas être mais non, truc où tu mais évidemment que non. Faut réfléchir à un truc à deux. Voilà. Oui, ça pourrait être sympa. Non, tu sais ce que tu fais, tu l'as fait disparaître. C'est dans la boîte magique là. Tu fais disparaître. Mais le problème c'est que je vais pas arriver en Corse avec une malle comme ça, t'imagines, c'est impossible. Quand je vais en Corse, moi c'est pour aller au village, me reposer, tout ça, tu vois. Justement, va falloir que tu prévois un spectacle. Super. Gros spectacle à Fouriane. Le plus simple c'est que Sophie elle aille à Paris. Mais je vais venir à Paris. Bah oui. À Paris, voilà. C'est matériel à Paris. C'est prévu que je parte à Paris pour d'autres projets. Et bien évidemment que je vais aller voir Jean-Baptiste. Bah voilà. Avec Bassoane, on viendra te voir avec Bassoane. Bassoane, il filmera. Tiens. Ah bah voilà, super. Comme ça, moi, je pourrais filmer et voilà. Et puis t'auras. Quand on reprendra une vie normale, parce que là, pour l'instant, tout est à l'arrêt. Hein. Les cabarets sont fermés, Astérix est fermé. Tout est fermé pour l'instant. Tout est fermé en espérant que ça réouvre au moins pour la saison. Ouais. Moi, à mon avis, avant juin, il se passera pas grand-chose. Hein. Ouais, ben ça, oui, il y a des chances. Même donc pour nos amis restaurateurs. Oui, c'est sûr que c'est embêtant.
Ben écoute, merci Jean-Baptiste de t'être prêté à cette interview de complaisance. Écoute, je ne sais pas si j'étais bon. J'avoue que j'ai un peu séché sur tes réponses, mais ces questions, mais écoute, tant mieux, si ça te va. Ben écoute, très bien. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Retrouvez-nous mardi dès 21h pour un nouveau live voyance gratuit. C'est Bassoane qui va répondre à vos questions. Notre Bassoane dit Chewbacca. En direct sur Mystique Radio et en simultané sur YouTube et Facebook. Donc pour connaître toute notre actualité, rendez-vous sur infinitacorsevoyance.com dans la rubrique événements ou sur notre page Facebook. Parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages où on me dit c'est quand le prochain live, c'est quand la prochaine émission. Et en fait, toutes les informations sont sur le site. Alors, c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre. C'est que ça fait beaucoup de messages. Et que je reçois beaucoup de messages. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va se dire une bonne soirée. On va reprendre une activité normale. Merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe. Et puis c'était bien cool. Et puis à très vite alors. Eh bien, écoute, on te remercie. Merci Lily Rose et Bassoane. Merci, et à bientôt. Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médiums et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Infinita Corse Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90 € la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyances gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante, consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service audiotel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.